Alors, donc, après avoir fait ce point sur le confucianisme, revenons donc à la colonisation. Nous sommes après 1910 et comment le gouvernement colonial japonais va s'y prendre avec la Corée. Donc il va procéder par étapes. Donc ce sont les étapes que moi j'ai définies. Pour procéder à la modification de ce référentiel confucien coréen et le transformer en confucianisme japonais. Donc, après la victoire contre la Chine, le pouvoir japonais va prendre 3 décisions importantes. Donc, l'abolition des examens officiels publics, l'interdiction de la langue chinoise et l'abolition des castes sociales. Ces 3 décisions-là ont pour un seul but, créer un sentiment d'insécurité qui va déstabiliser la société, n'est-ce pas? Et surtout les individus. Parce que cette rupture des liens avec la Chine va totalement troubler l'organisation de la société, n'est-ce pas? Et les leaders dont j'ai parlé tout à l'heure, les leaders confucéens, les yangban en coréen, ceux qui dirigent la société, vont donc rechercher un nouveau mentor, un nouveau tuteur. Et ils vont donc se retourner vers les puissances et les nouvelles puissances, qui du Japon, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne ou la France, n'est-ce pas? Et puis cette explosion du système social, n'est-ce pas, des castes, va totalement libérer la mobilité sociale. Donc tous ceux qui rêvaient également d'être aristocrates vont pouvoir le devenir et les générations vont se mélanger. Tout ce qui n'était pas possible avant. Donc ce renversement des castes supérieures et moyennes bureaucratiques de l'ancien système chinois va créer de nouveaux liens entre la nouvelle élite et l'ancienne élite, entre la jeune élite et les gens du peuple. Et c'est cette transformation de la société, et ça les Japonais ne s'y attendent pas, c'est cette transformation de la société, de ce bouleversement, ce renversement, ce mélange des générations et des niveaux de l'élite et du peuple, qui va donc organiser une rébellion contre l'occupation du Japon. Parce que les Japonais à un moment donné vont vouloir s'attaquer au symbole de la noblesse à laquelle la nouvelle population aspire aussi. Et c'est cette nouvelle population, donc, anciennement les gens du peuple, et puis l'ancienne aristocratie, qui vont se joindre, qui vont faire cause commune pour défendre les symboles de l'aristocratie qui est maintenant, disons, le patrimoine national contre le pouvoir colonial. Et c'est ce qui va se passer à l'époque de l'annexion, donc dès 1905. Donc on a donc une alliance entre des différents groupes de la population qui avant ne se connaissaient pas et ne se croisaient même pas, disons, s'ignoraient même, on va dire. Donc les jeunes confucianistes et la nouvelle aristocratie, donc la jeune population qui vient des campagnes et qui monte en ville, vont se lier et s'organiser et organiser des manifestations pour demander des réformes politiques dès les années 1898. On passe en août 1911 à une deuxième étape avec la promulgation par le pouvoir colonial japonais, donc à la promulgation du premier ordre sur l'éducation et qui est basé sur le rescrit impérial sur l'éducation. L'idée ici, c'est d'éduquer les jeunes coréens en leur inculquant les valeurs du bien public et de soumission à l'empereur. Donc le but étant d'associer l'image de l'empereur avec l'image de l'intérêt public, de l'intérêt collectif. Les enseignants sont invités à cultiver donc la loyauté et la piété filiale chez les jeunes. Les jeunes gens qui sont maintenant libérés de la pression des relations familiales vont multiplier les actions anti-japonaises et renforcer les liens entre eux, ce fameux lien, cette fameuse relation ami-ami, dans le corpus des 5 relations. Et puis les anciennes générations, les gens plus âgés, eux vont plutôt se réfugier, se retirer vers les anciennes valeurs ancestrales, le respect des valeurs du confucianisme. C'est ce fameux confucianisme, cette fameuse piété filiale qui naît des relations entre membres de la même famille. Donc, il y a donc un bras de fer entre l'alliance jeune et aristocratie confucéenne de la campagne et puis les forces coloniales japonaises. Et cet affrontement, ce bras de fer entre les deux camps, va donc culminer avec la manifestation pour l'indépendance du 1er mars 1919. En fait, ce n'est pas une manifestation pour l'indépendance au départ, c'est que le roi est mort. Le roi de Corée est mort et vous avez compris depuis le début de ce reportage, de ce documentaire, de cet exercice de géocréativité,
que le culte des ancêtres est très important dans la culture coréenne. Donc ce deuil, suite à la mort du roi, va être transformé en opportunité de manifestations anti-japonaises et de manifestations pour l'indépendance. Et donc des millions de gens habillés en noir donc vont crier vive la Corée, vive l'indépendance, à bas la colonisation japonaise. Vous voyez un petit peu? Et ça va rendre les forces japonaises totalement folles. Les Japonais ne vont plus savoir à quel sens se vouer et ils vont constater l'impuissance de la violence et de la répression. C'est un échec total. Et là, ils vont décider un changement total de politique coloniale. Donc, le gouverneur général Hasegawa Yoshimitsu va être remplacé par Makoto Saito. Et lui, il va arriver avec une politique totalement nouvelle, qui sera donc une politique libérale qui sera très bien accueillie par l'ancienne génération, parce que cette politique libérale va consister en quoi? Elle va consister en deux volets. Réautoriser à la vieille génération donc la construction de caveaux familiaux pour justement pratiquer ce culte des ancêtres. Et le culte des ancêtres a besoin d'espace. Un espace où, où on enterre les morts, les anciens, auxquels on va rendre hommage. Ensuite, deuxième volet de cette politique libérale de Makoto Saito, la liberté d'expression, de réunion, l'ouverture des établissements et d'écoles privées. Et puis, il va encourager le respect de la culture coréenne. Ça, c'est un message qu'il envoie directement à la jeunesse patriotique qui est totalement, disons, enthousiasmée et qui est totalement déterminée pour obtenir l'indépendance et la souveraineté de la Corée. Alors, cette politique libérale va avoir un effet direct et immédiat dans la société coréenne, dans le sens où elle va diviser la société en deux. On aura le groupe donc, composé de l'ancienne génération donc, qui veut le retour aux anciennes valeurs confucéennes, et puis de l'autre côté, la jeunesse qui profite de l'éclatement de la société ancienne et qui découvre les nouvelles valeurs et le monde du XXe siècle. Avec tous les bouleversements qu'on connaît dans l'histoire même européenne, on sait qu'en 1917, il y aura l'avènement du socialisme et plus tard du communisme avec la révolution russe. Toutes ces idées vont arriver en Corée et les jeunes vont s'en emparer. Donc le confucianisme, le culte des ancêtres et la piété filiale vont fleurir dans tout le pays. Au point qu'on va même craindre que les cimetières envahissent tout le pays. Parce que les Coréens veulent revenir vraiment à leurs valeurs ancestrales. Les dirigeants des organisations qui sont créées vont être intégrés, une bonne partie des dirigeants de ces organisations vont développer des carrières personnelles dont l'administration coloniale. Et ça, c'est à mettre en rapport avec ce que j'avais dit tout à l'heure, qui est donc la tendance individualiste des Coréens, la volonté des individus de construire des carrières personnelles pour leur gloire et celle de leurs ancêtres. Donc, dans cette ambiance, donc, des personnes vont donc construire des carrières dans le gouvernement colonial, tout en étant fiers de revenir à leurs valeurs ancestrales. Tout ça peut paraître contradictoire, mais c'est bien logique et il faut l'analyser, le comprendre dans le contexte confucien coréen que nous avons présenté au début. Donc ce retour aux valeurs anciennes devient le repoussoir en revanche des jeunes. Les jeunes ne veulent pas des valeurs anciennes parce que pour eux c'est un carcan. Quand on est dans les valeurs anciennes, ils n'ont pas le droit à la parole, ils sont là pour subir. Ils ont besoin de liberté et ils ont surtout besoin d'un pays qui soit libre. Donc ils veulent d'une Corée libre. Donc ils veulent se libérer du carcan des liens familiaux traditionnels et ils vont se réfugier dans les liens amicaux. Donc chez les jeunes, ce lien ami-ami qui était en 3e ou en 4e position va passer en 1re position. Donc ils vont renverser l'ordre des valeurs confucéennes et donc développer ces relations dans le cadre scolaire. Donc les camaraderies au lycée, à l'université, les camaraderies entre anciens élèves, donc les mouvements de jeunesse, les organisations socialistes et religieuses vont fleurir et les jeunes vont vraiment faire cause commune en mettant de côté les papas, les mamans qui veulent se réfugier dans les vieilles valeurs. Donc les liens sentimentaux confucéens se développent, mais ils ne se développent plus à l'intérieur de la famille. Donc ça c'est un changement très important et il est historique. Alors, l'arrivée des idées communistes vers les années 1925 va confirmer cette tendance chez les jeunes qui se radicalisent. Ils vont donc continuer de contester le confucianisme, les rituels, brûler les tablettes des ancêtres, les archives généalogiques, détruire les sanctuaires familiaux qu'on avait construits en grand nombre. Et la police coloniale va donc combattre cet activisme-là. Et les réunions donc, sont interdites. Et tout le monde va œuvrer pour essayer de contrôler les jeunes patriotes. Tout le monde sait qui?
la police et l'ancienne génération. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc la police coloniale et les anciennes générations vont faire cause commune parce que c'est leur intérêt afin de contrôler les jeunes patriotes qui sont absolument déterminés pour obtenir la liberté, la libération du territoire national. Donc ça va entraîner, donc ça va amener un changement de gouverneur général. Donc Makoto Saito, le libéral, va être remplacé par Yamanashi Henzo, qui va tenter en vain de contrôler ce mouvement social de la jeunesse patriotique à sa manière. Donc au début des années 30, va se mettre en place donc, cette coopération dont j'ai parlé tout à l'heure, donc entre la police coloniale et la vieille génération pour contrôler le comportement des jeunes. 1929, Makoto Saito va revenir pour calmer la situation et encourager le développement d'une nouvelle morale confucienne, c'est-à-dire la morale confucienne coréenne exprimée d'une nouvelle manière. En 1931, un nouveau gouverneur général est installé, il s'appelle Ugaki Kazushige. Et il débarque avec une toute nouvelle approche. Alors là, on va passer à la vitesse supérieure côté colonial. Son approche sa politique s'appelle le mouvement pour le développement rural. Et cette politique consiste en quoi? Cette politique contre-révolutionnaire qui vise donc directement à maîtriser la jeunesse patriotique est fondée sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le problème coréen réside dans l'isolement des jeunes par rapport à leur famille. Donc il faut que les familles reprennent les contrôles des jeunes. Deuxième chose, la deuxième hypothèse, c'est que c'est un présupposé, et ce présupposé veut que ces mêmes familles souhaitent que leurs enfants, que les jeunes soient l'objet d'un encadrement adéquat. Et il va donc déployer tout ce qu'il faut pour réaliser satisfaire ces deux hypothèses de sa politique. Alors, Ugaki s'emploie donc à restaurer le confucianisme familial d'un côté, pour que les parents reprennent le contrôle des enfants, de leurs enfants turbulents, hein, du point de vue du pouvoir politique colonial. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc engager une politique de prévention de l'exode rural, parce que ces jeunes viennent pour la majeure partie de la campagne, dans les villes, et troublent du point de vue colonial l'ordre public. Donc on va donc décider la création d'établissements d'enseignement professionnel à la campagne du type internat, avec obligation de surveiller les élèves et de développer au sein de ces élèves donc, ce sentiment d'appartenance et de sécurité. Et ensuite, on va limiter l'influence et le nombre d'établissements privés ou semi-autorisés, mais contrôlés par les Coréens, donc des sciences confucéennes coréennes, qui empêchait la politique de japonisation des jeunes patriotes coréens. Parce que l'école est le lieu dans lequel cette japonisation a lieu. L'effet est immédiat et radical. Donc, on va avoir une chute drastique dans des grèves des étudiants d'environ 60%, ce que j'ai estimé. Et ensuite, le nombre d'établissements privés coréens, qu'on appelle souvent les sodan, va chuter radicalement. Et puis on aura de l'autre côté l'augmentation d'établissements publics contrôlés par l'État colonial. Et ça signe donc le retour contraint et forcé des jeunes patriotes dynamiques dans le système des liens familiers confucéens. Donc la politique, tout à l'heure, que j'ai appelée de mouvement social, dans ce fameux mouvement social pour le développement rural, initié par Ugaki Kazushige, est un succès total. Et ça ouvre la voie à ce qui va suivre. Ok, très bien. Alors, chers amis, vous vous souvenez de cette fameuse politique contre-révolutionnaire du pouvoir politique colonial japonais. Donc, le mouvement pour le développement rural et sa conséquence, comment dire ça, son succès sur le terrain, qui a consisté donc à ramener, contraint et forcé, hein, de force, les jeunes patriotes coréens donc, qui se battaient sur le terrain pour obtenir la libération et l'indépendance de la Corée. Donc les ramener à l'ordre, hein, dans le giron familial et surtout les mettre sous surveillance dans les écoles officiellement pour qu'ils y étudient, mais en fait pour pouvoir les contrôler, n'est-ce pas? Alors ce succès sera donc la base sur laquelle va partir le nouveau gouverneur général. Et ça c'est le début de la 4e étape. Donc on est en 1936. Et on a donc un nouveau gouverneur général japonais, Minamijiro. Donc Minamijiro va se reposer sur ce succès pour déployer une nouvelle politique qui s'exprime en 3 volets et se résume en 3 mots. Durcissement de la politique coloniale. Ces 3 volets, c'est quoi? C'est d'abord
la clarification du système impérial. Maintenant que les jeunes patriotes coréens, qui venaient plutôt de la campagne, des campagnards, sont maintenant bien occupés dans les écoles professionnelles que je vous ai annoncées, des écoles professionnelles sous contrôle de l'État colonial, il faut le dire. Donc ces jeunes sont sous l'éteignoir et le pouvoir colonial a donc toute l'attitude pour pouvoir développer sa politique sur le terrain. C'est ça la clarification du système impérial. Deuxième volet, c'est l'unicité des notions et des concepts de japonité et de coréanité. Le système impérial doit faire entrer dans les esprits, doit expliquer, répéter et répéter, démontrer de toutes sortes de manières au peuple coréen que être coréen, c'est être japonais c'est être coréen. L'identité japonaise, c'est l'identité coréenne. L'identité coréenne, c'est le Japon. Donc, cette approche a pour but d'installer dans les esprits une continuité matérielle, territoriale, culturelle, symbolique entre les deux pays, entre les deux peuples, entre les deux nations. Troisième volet, l'entraînement à l'endurance. Donc il faut préparer, endurcir le peuple coréen, le préparer aux temps difficiles qui arrivent. Et en 1936, les Européens se rappellent de l'ambiance sur leur propre continent. 1936, les conditions sont déjà réunies pour la guerre qui va commencer en 1939. Pour sans sortir du sujet, en 1936, c'est la guerre en Espagne. Et la guerre en Espagne, c'est la répétition générale pour le Parti national-socialiste allemand de ce qui va se passer pendant les années à partir de 1939 jusqu'en 1945. Puisque c'est l'Espagne qui a servi de laboratoire à l'industrie allemande pour tester ces nouveaux systèmes d'armes. L'aviation et toutes les machines, les machines automatiques de guerre et tout ça. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Donc 1936, c'est pareil en Asie. Donc on va endurcir le peuple coréen pour le préparer aux ambitions qui sont dans les cartons. Alors, les Coréens sont invités à se recueillir dans les sanctuaires japonais. 1937, Minami lance une série de décisions test. Alors ici, décision test a tout son sens. Ces décisions ont pour but de tester la loyauté des Coréens vis-à-vis de l'empereur. Donc de vérifier que ce lien entre le dirigeant et ses sujets fonctionne bien. Donc, premier test, le serment d'allégeance des sujets de l'empereur. Donc les Coréens doivent démontrer au quotidien et dans les rendez-vous sociaux du quotidien qu'ils sont des sujets de l'empereur et qu'il y a ce lien effectif entre l'empereur et les Coréens. Deuxième test, c'est le recrutement des volontaires au service de l'armée de Corée. Bon, il n'y a pas d'armée de Corée, hein, c'est l'armée coloniale de Corée et qui est plutôt l'autre expression de l'armée impériale, l'armée du Japon, n'est-ce pas? Et ça sera un franc succès, puisqu'il y a des volontaires qui vont venir de tous les horizons, et même des élèves de l'école primaire, c'est-à-dire des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans de l'époque, qui vont venir s'enrôler, parce que c'est l'ambiance générale, c'est ce que tout le monde fait, et ils vont suivre le mouvement. Donc, même les enfants de l'école primaire suivent le mouvement. Ça, c'est un indicateur, ça montre bien qu'il n'y a pas de frein psychologique, il n'y a pas de méfiance. Et les enfants qui sont l'innocence même, elles peuvent exprimer beaucoup plus que n'importe quelle démonstration scientifique ce qui se passe à plus grande échelle et chez les adultes. Minami décide également l'abolition des cours en langue coréenne. 1940, le dernier test, le plus important, le plus significatif, celui qui à mon sens contient comment dire ça, c'est l'apogée de cette reprise en main scientifique puis politique du peuple coréen par les Japonais. Donc Minami va donc organiser le changement de nom de famille. Donc les Coréens vont être invités à changer de nom, d'abandonner leur nom coréen pour adopter des patronymes japonais. Alors ça c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce qu'en plus, je vous ai expliqué tout au début de notre exercice de géocréativité l'importance symbolique du patronyme dans la culture coréenne. Dans tous les peuples, c'est bien le cas, mais chez les Coréens, encore plus, puisque vous vous souvenez, au début de la dynastie Joseon en 392, il y a eu cette installation du culte des ancêtres. Donc cette tradition a ancré chez les Coréens un lien, le sentiment et la conscience très forte d'un lien avec les ancêtres. Et ce nom, ce patronyme, exprime tout, non seulement l'identité personnelle, mais l'identité collective et surtout clanique. Et le lien de l'individu avec un ancêtre qui est le fondateur de la lignée et qui est installé, dont les racines sont installées dans un village à un endroit bien précis.
Et c'est comme ça que les Coréens d'ailleurs se distinguent. Vous avez des centaines de milliers de Kim, des millions de Kim, mais ils ne sont pas tous des Kim d'une même famille. Vous avez les Kim de tel village, vous avez les Kim de tel autre village. Donc il y a bien des distinctions, il y a ce lien donc avec le passé qui est très important et qui est symbolisé par le nom de famille. Alors, quand 80% de la population renonce à cet élément-là, ça veut dire que l'identité nationale a disparu. Alors, vous vous souvenez de 1919, c'est le même pourcentage de population qui était dehors par millions à crier « Vive la Corée, vive l'indépendance coréenne » et à bas la colonisation japonaise. En moins de 20 ans, le point de vue ou les intentions ont changé du tout au tout. Donc, ce processus administratif nous démontre que les Coréens, la population coréenne, en grande majorité, puisqu'il y a quand même 20 à 25% de la population qui n'a pas changé de nom, mais a renié, donc la majorité de la population a renié son histoire, a renié ses ancêtres, a renié ses traditions, s'est même renié personnellement. C'est-à-dire que dans ce remaniement de soi des Coréens pour devenir quelqu'un d'autre, est simplement un signe de perdition. Alors ça va ouvrir la porte à tout. À partir de ce moment-là, le gouvernement coréen, colonial japonais peut obtenir du peuple coréen tout ce qu'il veut, pratiquement. Et je pense que vous allez pouvoir vous en apercevoir. Donc, moins d'une génération plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, ils sont en train de changer de patronyme pour devenir japonais. Mais est-ce que cela est possible? On sait bien que l'identité culturelle japonaise n'est pas enfermée dans une procédure administrative d'acquisition de la nationalité. La nationalité étant encore l'un de ces nouveaux concepts qui est arrivé avec, les forces comment dire ça, conquérantes européennes en Asie du Nord-Est. La nationalité. Donc, ce changement de nationalité veut simplement dire que les Coréens ont accepté, pour des raisons qui leur sont eux personnelles, repensez encore à l'idée et à la description que j'ai fait du caractère individualiste des Coréens de l'époque. Donc, chaque personne individuellement ou chaque famille a fait le choix ou non de changer de nationalité pour des raisons qui la concernaient. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et les situer dans l'époque. Donc, on a donc cette chose qui se met en place et qui veut simplement dire que les Coréens ont renié leur histoire, leurs ancêtres, leurs traditions et même eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas japonais. Nous qui connaissons ce que c'est que l'identité japonaise, ils ne sont pas japonais. Les japonais le savent. Ils ne sont plus coréens non plus, puisque l'identité coréenne peut être techniquement définie par un certain nombre de critères que nous avons découverts tout au cours de notre entretien, notre exercice de géocréativité. Ils ne sont plus coréens. Alors, que sont-ils? Donc ce reniement de soi pour devenir quelqu'un d'autre est dès lors la porte ouverte à tout. Donc tout est possible et sans aucun effort. Donc le pouvoir colonial, par cette manière scientifique, a mis le peuple coréen dans une situation de pouvoir accepter tout et même l'inimaginable. Et c'est ce qui va se passer. Donc les symboles japonais vont remplacer les symboles coréens et toutes les manifestations publiques, les festivités auront pour objectif premier de célébrer ce lien entre le leader et l'individu et de manière générale le groupe. Donc qui était l'objectif de départ tel que je vous l'ai présenté lors de ma démonstration. Donc le peuple est lié à son chef et le chef est lié à son peuple. Le chef étant l'empereur japonais et le peuple étant le peuple coréen, que nous devons considérer dans notre esprit quand même comme coréen, de garder en tête qu'il est coréen. Donc, les Japonais ont réussi ce que moi j'imagine comme étant leur plan secret scientifique. J'ai bien précisé au départ que c'était moi mon idée. Donc, cette idée qui consiste à faire passer l'ordre des 5 relations du confucianisme familial coréen, à le renverser pour en faire un ordre confucianiste japonais, où la relation avec le leader passe en premier et bien avant la relation interfamiliale. Alors, donc, à partir de ce moment, à partir où 80% de la population change de patronyme, de patronyme, oui c'est ça, et paye une somme forfaitaire pour pouvoir être satisfaite, pour pouvoir voir la procédure aller au bout. On peut donc dire que dès cette époque, les Coréens se comportent
comme des Japonais, c'est-à-dire leur système référentiel, leur référentiel culturel, celui qui commande leurs actions et leurs comportements est japonais. Donc il n'y a plus de différence, techniquement il n'y a plus de différence entre les Coréens et les Japonais. Les Coréens se comportent maintenant comme des Japonais. Oui, alors, chers amis, je vous rappelle simplement le résultat que le pouvoir colonial japonais a réussi. Parce qu'on développe l'idée selon laquelle ils ont donc, il y a eu un plan scientifique de connaissances ultra fines et détaillées, maîtrisées de la culture, des mécanismes internes de la culture coréenne pour pouvoir contrôler la population et réussir les objectifs de la colonisation, qui sont des objectifs d'abord stratégiques. Ce n'est pas une colonisation d'exploitation comme on peut l'avoir remarqué dans d'autres pays à d'autres époques. Et donc il faut pas oublier ce contexte de l'époque. Alors, donc, le pouvoir colonial japonais a réussi à inverser l'ordre des 5 relations du confucianisme coréen. C'est à ce moment qu'on se situe pour débarrer la 5e étape. 1942 est arrivé d'un nouveau gouverneur général qui s'appelle Koizo Kumaki. Alors, lui, il va passer directement à l'action en instituant aussitôt l'Organisation nationale pour la formation des jeunes, qui est une organisation qui prépare au service militaire. Et ce service militaire, donc cette organisation est ouverte tant aux Japonais qu'aux Coréens. Et il va donc compter jusqu'à 3245 sections dans tout le pays et compter jusqu'à près de 2500 membres de nationalité coréenne. Je dis nationalité coréenne parce que je ne tiens pas en compte le fait du changement de nom coréen que j'ai annoncé tout à l'heure, ce qui est considérable. Donc voilà donc la jeunesse, cette jeunesse patriotique qui était très active, très agressive, qui a fait vivre des cauchemars au pouvoir policier et militaire japonais depuis 1919 et qui aujourd'hui s'enrôle tout à fait naturellement, sans être forcé, dans l'armée, au service de l'armée et au service de l'empereur. Donc la jeunesse coréenne est devenue sujet de l'empereur et est prise donc dans les taux de ces organisations japonaises très puissantes et très bien organisées. Donc la question que moi je pose et que nous pouvons nous poser, c'est alors quelle est la réaction de la population coréenne et où sont les élites où sont les élites confucéennes? Je vous ai parlé des Yangban, c'est-à-dire l'élite qui dirige le pays et qui est tout de suite à proximité du roi. Et il y a aussi les Sonbi. Alors, pour ceux qui connaissent la Corée, les Sonbi, c'est vraiment l'archétype de l'homme confucéen, c'est-à-dire l'incarnation de toutes les qualités de cette morale confucéenne et dont le rôle, entre autres, c'est la défense de la nation. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Nous savons où ils sont. Je vous ai parlé des ambitions personnelles. Ils sont dans l'administration coloniale. Alors, s'ils ne sont pas dans l'administration coloniale, on nous le fera savoir. Donc, ici, la société coréenne, vous l'avez compris, est impuissante. Donc, les Coréens suivent le mouvement et vivent leur vie au quotidien. Donc, en 1943, Koizo peut donc imposer aux jeunes Coréens la conscription sans aucune conséquence. Conscription, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'enrôlement dans l'armée. Point. Donc, à partir d'ici, il faut faire un point sur la situation. Donc, depuis 1929, donc une génération a passé. Donc, il faut voir les choses un peu sur le long terme. 1919, 1940, vous voyez, ça fait à peu près une génération. Alors, j'ai parlé de 1919, le moment de cette grande manifestation, méga manifestation anti-japonaise. De 1919, vous ajoutez 20, vous tombez à 1939, donc on est à peu près à 1940. Une génération a passé. C'est-à-dire que les enfants qui s'enrôlent dans l'armée, ce sont les enfants de ceux qui ont animé cette giga manifestation anti-japonaise. Vous avez compris? Le pays a totalement changé. Ce n'est même plus le même pays du point de vue technique. Ce n'est même plus le même pays. Les mentalités ont été totalement retournées et j'allais dire sans violence. Parce que je ne vous ai pas parlé de manifestations contre japonaises. Il n'y a rien. Tout se passe de manière, comme ça, de manière subtile dans les esprits des gens. Donc à ce stade, la grande majorité des jeunes ont développé une double personnalité. Cette double personnalité qui vient de la division du pays au début des années 1920 et qui est la conséquence directe, je vous l'avais expliqué, de la politique libérale qui avait été mise en place par ce fameux gouverneur général Makoto. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, donc, voici les jeunes en 1940, à l'orée des années 1940, comment se comportent-ils? À la maison, ils respectent leurs parents, c'est la fameuse piété filiale.
conformes au confucianisme coréen, et à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la maison, ils sont fidèles à l'empereur. C'est-à-dire ce sont des Japonais. Les jeunes Coréens à l'époque sont en même temps Coréens et Japonais. Ça, c'est unique dans l'histoire de la Corée et c'est une première. Donc ils ont intégré cette structure psychologique confucéenne double qui a marqué, donc, comme je viens de le dire, la société coréenne des années 20. Donc les Japonais ont bien réussi à transformer le confucianisme coréen de type familial en confucianisme japonais de type national ou étatique. Celui qui lie donc le leader politique, le gouvernement, c'est-à-dire l'empereur, à son peuple et de manière individuelle. Donc c'est ainsi qu'on a obtenu donc, ce changement de comportement de groupe par modification des éléments essentiels du confucianisme, du système comportemental propre au confucianisme de type familial. Donc en résumé, le système confucien coréen donc, fut remplacé par le japonais